Cette histoire parlera de deux amants, à propos d'une fille aux grands yeux verts naïfs et aux cheveux roux, et d'un jeune homme assoiffé de vengeance, au regard rempli de douleur, de haine et de froideur. Cette paire avait l'air très harmonieuse. Ils semblaient se compléter. Le jeune homme était assis dans les bras de quelqu'un, l'air fatigué et entendant quelqu'un prier Dieu. Il s'agissait très probablement de la personne dont les bras entouraient le jeune homme. Son regard était fixé sur la porte sur laquelle quelqu'un frappait avec force, comme si elle était sur le point de sortir de ses gonds. Dans les yeux fatigués du garçon, une croix était déjà visible, mais il continuait toujours à entendre des prières de bénédiction. Les bruits provenant de la porte, qui était frappée, devenaient de plus en plus forts. Il était toujours assis dans les bras de la personne, sous la table, serrés l'un contre l'autre, comme pour se protéger de toutes les horreurs du monde, étaient assis le garçon et la femme. C'est peut-être pendant cette période sombre que le garçon s'en rendit compte pour la première fois. Et ce qu'il a réalisé, nous le découvrirons un peu plus tard. La porte s'est effondrée avec fracas. La femme a commencé à appeler le garçon Hale, et le garçon a appelé à son tour sa mère. C'était comme s'il se disait au revoir, et les larmes montèrent aux yeux du garçon, essayant de toutes ses forces de ne pas lâcher la main de sa mère sur son visage. En partant, la femme a demandé au garçon de se rappeler qu'elle l'aimerait toujours. Et alors qu'elle sortait de dessous la table, laissant son fils là, considérant que c'était l'endroit le plus sûr, elle retira presque de force sa main de son emprise. Le garçon pleurait et hurlait de peur. Et maintenant revenons à ce que ce garçon a ressenti pour la première fois durant cette période sombre. Il sentait qu'une triste fin attendait tous ses proches. Sous ses pieds se trouvait une photo encadrée de lui, de son père et de sa mère. Des cris ont été entendus. Le garçon, regardant tout cela avec des yeux remplis de larmes, ne pouvait pas croire ce qui se passait. La mère du garçon demandait quelque chose. Non seulement elle demandait, mais elle suppliait. Mais elle n'a pas été autorisée à finir. Elle se tut. Le garçon, assis sous la table, s'était déjà bouché les oreilles et les yeux. La main ensanglantée de sa mère apparut devant lui. Il n'est pas difficile de deviner ce qui s'est passé. Mais même s'il était au courant de sa malédiction, son cœur avide avait toujours envie de chaleur. Tout ce qui était décrit était pour lui comme un rêve, ou plutôt comme des souvenirs apparus dans son rêve. Ainsi, lorsque notre héros ouvrit les yeux, il sentit un doux contact sur sa joue. Le propriétaire de cette main lui demanda gentiment s'il avait fait un autre cauchemar. Au-dessus de notre héros se trouvait une brune aux cheveux raides. Elle avait des traits agréables et un regard très attentionné. Elle a assuré à notre héros que rien de terrible n'arriverait car elle était là pour lui. Au bout d'un moment, nous pouvons voir la même fille debout au bord d'une structure au-dessus de la mer, pendant les heures sombres. Ses chaussures flottaient déjà dans l'eau. Notre héros espérait que le bonheur durerait éternellement, mais comme pour se moquer de cette idée fausse. Au bord de cette structure, un homme en costume bordeaux tenait cette fille dans ses bras. La jeune fille a demandé de l'aide à notre héros, mais il n'a rien pu faire car deux voyous le retenaient. Dans son regard, on pouvait observer la même horreur qu'au moment où ils ont tué sa mère. Il a crié le nom de la fille et les a suppliés d'arrêter. Personne ne l'a écouté. La jeune fille était paniquée. Les larmes coulaient sur ses yeux. Elle a pleuré qu'elle ne voulait pas mourir ainsi, alors qu'un pistolet était pointé sur sa tempe et que des mains délicates étaient tordues derrière son dos. Quelques instants seulement après ces mots, une balle est entrée dans la tête de la jeune fille. Le sang a éclaboussé dans toutes les directions et la jeune femme est tombée à la renverse. Son assassin sourit méchamment de satisfaction. Hale regarda cela avec horreur et réalisa que son espoir avait été brisé en morceaux, lui rappelant une fois de plus le sort maudit. Il a vu le tueur jeter à la mer le corps de la jeune fille morte en chemise de nuit blanche. Elle a volé, et sa robe et ses cheveux flottaient au vent, tandis que l'homme en costume rouge observait la scène. Le jeune battu était toujours aux mains des deux voyous qui se tenaient à ses côtés. Il regardait désespérément l'homme en rouge et pouvait à peine comprendre ce qu'on lui disait,
à savoir que tout cela était arrivé parce que notre héros avait dépassé les bornes. Se tenant comme un souverain au-dessus de notre héros, le voyou en costume rouge a appuyé son arme sur le front du garçon et lui a murmuré que la solitude lui convenait mieux. Quelques instants plus tard, de nombreux coups de feu ont retenti parmi ces maisons, ou plutôt au bord de la mer. Quelque temps plus tard, notre héros marchait le long d'un mur de béton sur lequel son ombre était visible. Dans sa bouche, le jeune homme tenait une cigarette et il y avait une tache de sang sur le mur. Il comprit qu'à partir de maintenant, il ne laisserait plus jamais personne s'approcher de lui. Il quitta la ruelle où gisaient d'innombrables cadavres ensanglantés, clairement tués par notre héros. Hale semblait avoir fait le vœu de consacrer toute son existence uniquement à la vengeance. Arrivé à un endroit précis, le jeune homme a commencé à recharger son pistolet. Ses vêtements étaient tous tachés de quelque chose. Inhalant du tabac et fermant les yeux de plaisir, le jeune homme se dit que, comme il l'avait pensé, il était enfin prêt à rencontrer son créateur. Mais ensuite, une fille aux cheveux roux a commencé à lui crier de ne pas y aller. Devant lui se tenait une fille rousse aux yeux verts qui lui tenait la main avec le pistolet et criait qu'il ne pouvait pas mourir. Elle avait l'air très inquiète et ne voulait clairement pas que notre héros soit blessé de quelque manière que ce soit. Et il la regardait avec confusion. La jeune fille pleurait presque en lui ordonnant de ne pas mourir. Ses grands yeux verts étaient fixés sur lui et elle répétait sans cesse que Hale devait vivre. Il la regarda avec perplexité et appréhension. Il avait toujours une cigarette allumée dans la bouche et son visage était taché de sang. Notre héros a essayé de comprendre comment il avait pu la prendre pour cette fille aux cheveux roux. Ils se figèrent tous les deux. Elle se tenait là, lui tenant la main et le regardant droit dans les yeux, tandis qu'il se penchait légèrement, essayant de trouver des réponses à ses questions dans ses yeux. Vous ne pouviez pas détourner votre regard du sien, et ce qui s'est passé ensuite, nous le saurons très bientôt. La jeune fille gisait par terre au milieu d'objets éparpillés, l'air très contente, et notre héros, comme pour la protéger de tout danger, se penchait sur la jeune femme. Dans une main, il tenait un pistolet, et dans l'autre, une cigarette allumée. Par une belle journée ensoleillée dans l'une des missions de la ville, une salutation joyeuse a été entendue. Une fille rousse aux grands yeux verts entra dans la pièce. D'une main, elle tenait un petit panier, et de l'autre, elle soutenait un sac suspendu à son épaule. Elle a joyeusement crié aux personnes présentes qu'elle était de retour. L'un des jeunes hommes présents dans la pièce a même sauté de joie et, en regardant cette héroïne, s'est exclamé de surprise, puis a répété qu'elle était revenue, tandis qu'un autre homme assis à proximité, absorbé par l'écran de l'ordinateur, n'y prêtait aucune attention. À la jeune fille et la félicita simplement pour son retour. La jeune fille, en rougissant, a demandé aux personnes présentes de deviner ce que le client lui avait donné. Le gars qui se tenait à proximité regardait tout cela avec amusement, tout comme la fille rousse. Certains autres ne prêtaient toujours aucune attention à tout cela. Et puis, un instant plus tard, la jeune fille a commencé à montrer le panier contenant des biscuits de fortune. Son bonheur était sans limite, comme si elle était une enfant voyant cette merveille pour la première fois. La jeune fille a répété avec enthousiasme qu'ils étaient gratuits, offerts aux clients dans le cadre d'une campagne promotionnelle, et a proposé à toutes les personnes présentes d'en récupérer en faisant circuler le panier. Le jeune homme qui tenait le panier l'admirait. En un instant, ses yeux s'écarquillèrent et elle commença à penser à quelque chose, regardant quelque part au loin. En regardant l'espace vide parmi ses collègues, elle a demandé aux personnes présentes où se trouvait Hale. Certains ne l'ont même pas remarqué. Tout le monde était absorbé par les biscuits de fortune. Mais l'un des employés portant des lunettes, alors qu'il essayait d'ouvrir un biscuit pour faire fortune, regarda paresseusement la jeune fille et lui dit que notre héros venait de sortir fumer une cigarette. Après un instant de réflexion, il ajouta qu'il était sorti fumer il y a 2 heures. Il y a à peine une seconde, la jolie rousse s'est transformée en une fille en colère, et les biscuits dans sa main se sont effondrés avec un craquement alors qu'elle les pressait avec ses mains, sans que les dentistes ne le remarquent.
Son indignation ne connaissait aucune limite. Elle essayait de comprendre comment il avait pu sortir fumer pendant 2 heures entières. Pendant ce temps, sa fortune grâce aux cookies, qui disait « Vous découvrirez une nouvelle facette de quelqu'un de familier, soyez prudent », s'est envolée au sol. Cette prédiction a mis le doigt sur la tête. Notre héros s'est approché de la tâche où un panneau indiquant « Fermé » était visible. Il restait là, tirant tranquillement sur sa cigarette, comme s'il réfléchissait à sa ligne de conduite. Et après une petite réflexion, il jeta la cigarette et, exhalant les dernières bouffées de fumée, se dirigea avec confiance vers le bâtiment d'où l'on entendait des rires. En s'approchant de la fenêtre, il entendit un appel demandant que quelqu'un fasse tout ce qui est nécessaire. Au milieu de la pièce, un jeune homme s'est agenouillé devant les gars qui riaient et essaya de comprendre si tout cela était réel. Puis, ils ont commencé à le traiter de bon gars et lui ont assuré qu'ils savaient qu'il voulait vivre. Dans cette pièce se trouvait l'homme au costume rouge qui a tué la bien-aimée de notre héros. Il était assis sur le canapé, sirotant quelque chose, tout en regardant joyeusement la scène se dérouler. Le gars, agenouillé, avait les yeux bandés, puis ils ont commencé à dire qu'ils avaient un besoin urgent d'un foie et d'un cœur RH négatif. Les larmes coulèrent sur les joues du gars, et il implora grâce. L'un des ravisseurs, se moquant du gars aux yeux bandés, a commencé à parler en désignant l'une des cibles, que s'il la touchait, il le laisserait partir. Il a juré et a ajouté qu'il lui accorderait même une prolongation pour rembourser sa dette. Tout cela, bien sûr, s'il touche le centre de la cible. Je vous le rappelle, il avait les yeux bandés. Et puis, le joyeux bandit tendit une fléchette au jeune homme, pendant qu'il priait tous ceux qui voulaient l'écouter. Les mains tremblantes et les sanglots, il leva la fléchette et essaya de viser. Mais comment pourrait-il viser s'il ne pouvait pas voir? Et les méchants lui ont crié de tout mettre en œuvre. Et une seconde plus tard, quelque chose vola vers la cible. Ce n'était pas une fléchette. C'était un couteau qui a frappé la cible du jeu de fléchettes. Toutes les personnes présentes étaient perplexes, et le garçon aux yeux bandés a même reculé, en titubant. L'homme en costume marron a essayé de comprendre ce qui se passait. Ils regardèrent tous collectivement la porte où se tenait un homme. La porte s'ouvrit en grinçant, et, en riant, notre héros entra dans la pièce. Fermant la porte derrière lui, il a demandé à toutes les personnes présentes pourquoi diable ils étaient tous rassemblés ici en plein jour. Pendant tout ce temps, il gardait la main sur la poignée de porte. Puis, verrouillant la porte, il déclara avec lassitude que toutes ces absurdités étaient sacrément fatigantes. En traversant la pièce, il baissa la tête et entendit tout ce qu'il lui disait. Il a répété sa question initiale, essayant de comprendre ce qu'il faisait, et l'un des voyous n'a pas pu se retenir et a crié après lui, lui demandant qui il était. Le gars voulait probablement dire quelque chose, mais n'en a pas eu l'occasion lorsque notre héros a tranché la gorge de cet adversaire. Ce faisant, Hale a essayé de comprendre pourquoi ces personnes ne pouvaient pas rester assises dans leur bureau comme des gens normaux. En regardant tout cela, les autres méchants étaient horrifiés et essayèrent de comprendre ce qui venait de se passer. Alors qu'il jetait le corps du mort avec la gorge tranchée, il lança un regard furieux aux autres et continua la phrase qu'il avait commencée. Et l'essentiel était que s'ils étaient restés dans le bureau, il n'aurait pas eu à regarder pour eux. L'un des adversaires a pointé une arme sur notre héros, qui a utilisé le cadavre comme bouclier et a ordonné de le tuer. Mais le jeune homme était beaucoup plus rapide, et en quelques secondes, il s'est jeté avec un couteau sur les voyous qui s'approchèrent de lui. Il a jeté le cadavre. Ce corps est tombé sur le gars avec le pistolet, tandis qu'un autre malfrat a reçu un couteau dans le front. Personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. Hale ramassa une longue structure et vola vers les adversaires. Avec cette structure, il a fait tomber les armes des mains des voyous. Personne ne s'y attendait, donc cela a donné un avantage à notre héros. Notre héros a commencé à disperser ses gens à gauche et à droite, sans même cligner des yeux. Ses mouvements étaient si précis qu'on pourrait penser qu'il s'était entraîné dessus ou qu'il avait un plan précis en tête. Tout ce que l'on pouvait voir,
C'était du sang volé dans des directions différentes. Pendant ce temps, le type aux yeux bandés n'a pas enlevé son bandeau, mais s'est assis à table et a essayé de se boucher les oreilles pour éviter d'entendre toute cette horreur. Au bout d'un moment, l'ombre de notre héros tomba près des cadavres. Sans trop réfléchir, le jeune homme attrapa l'homme en costume rouge par sa cravate et commença à le traîner quelque part pendant que l'homme jurait. Notre héros l'a entraîné sur scène, mais pourquoi? L'homme en rouge lui a ordonné de le laisser partir. Il a essayé de se défendre avec des menaces et des phrases affirmant qu'il était une personne importante. Et il a essayé de savoir si notre héros savait qui il était. Mais le jeune homme ne l'écouta pas. L'homme a pris le micro. Il a enroulé le cordon du microphone autour du cou de l'homme pendant que celui-ci essayait de dire quelque chose, mais manquait cruellement d'air. Après avoir enroulé le cordon autour du cou de l'homme, notre héros jeta le microphone au loin. Avec cette action, il a soulevé l'homme en costume rouge au-dessus de la scène en utilisant toutes ses forces. L'homme a tenté de se libérer parce qu'il était à quelques secondes de la mort. Notre héros lui a ordonné de répondre à toutes ses questions et seulement après cela, il le relâcherait. Assis à proximité, il tenait le micro à la main et continuait à parler de la drogue, de la contrebande à laquelle ils avaient affaire. Puis, il alluma un dictaphone. Pendant ce temps, l'homme tentait toujours de se libérer. Notre héros avait pitié des gens qui s'occupèrent de la contrebande qu'il gardait dans un coffre-fort souterrain. Puis, il a demandé le code du coffre-fort. Pendant tout ce temps, il regardait l'homme attentivement. Puis, l'incitant poliment à se dépêcher avant de s'étouffer, l'homme, à bout de souffle, se mit à bégayer et à répéter les chiffres les uns après les autres. Notre héros a enregistré toutes les paroles prononcées sur le dictaphone pendant ce temps. Toutes ces actions ne semblaient susciter aucune émotion chez lui. C'était comme s'il n'avait pas de cœur du tout. Après avoir tout entendu, il a laissé tomber le microphone et l'homme en costume rouge est tombé sur scène avec fracas. Tandis que l'homme au costume rouge tentait de se libérer de la corde et de masser son cou de l'étranglement, Hale le remercia nonchalamment. Et puis, en une seconde, il tourna la tête et vit le canon d'une arme devant lui. Il ne lui restait plus qu'à sourire. Cliquer. Et sa tête a explosé en petits morceaux. Après l'acte, notre héros a sorti une cigarette d'un paquet. La pièce était jonchée de cadavres. Certains étaient simplement allongés là, tandis que d'autres. Notre héros était sur le point de s'éclairer lorsqu'il entendit des excuses inconnues venant d'une source inconnue. Il a essayé de comprendre de quoi il s'agissait et d'où cela venait. C'était le garçon aux yeux bandés qui avait déjà enlevé le bandeau et jeté un coup d'œil derrière la chaise, regardant directement notre héros, lui demandant s'il était venu le chercher, s'ils étaient venus le secourir. Mais prêtant à peine attention au garçon, Hale alluma sa cigarette et dit qu'il n'était pas venu le chercher. Assis près du tambour, fumant sa cigarette, il répétait que sauver les gens, ce n'était pas son truc. La scène entière ressemblait à une sorte de spectacle. La lumière qui tombe sur la scène, notre héros assis et regardant au loin en fumant une cigarette, et les corps dispersés. Cela semblait être une idée intéressante pour un spectacle. Le bruit du spray de parfum, une gamme de produits de soins d'une seule marque, un ensemble sur le clavier. Une fois disposés, les premières lettres des mots formaient le nom de la marque de cigarettes, Marlboro. Notre héros était déjà assis à son bureau et essayait de faire quelque chose. Soudain, il y eut un cri à côté de lui. Mais il s'en fichait, car il avait l'air trop fatigué et tourmenté. Debout, juste au-dessus de lui, la jeune fille enragée, qui s'est avérée être le chef d'équipe, s'est adressée à lui par son nom. « Maren Lane », cria-t-elle, essayant de savoir s'il savait quelle heure il était et où il avait été toute la matinée. Maren Lane a crié et crié, mais le garçon ne l'a même pas regardé, l'ignorant complètement. Elle continua de crier, perdant presque la voix, puis essaya de comprendre s'il allait dire quelque chose ou se taire. Finalement, le garçon jeta un coup d'œil à la fille, mais il ne semblait y avoir aucune trace de regret dans ses yeux. Il s'en fichait.
Un instant plus tard, il a dit langoureusement qu'il était juste sorti fumer. La fille était furieuse, ou plutôt, elle était plus que furieuse. Elle était furieuse au-delà de toute mesure. Mais après cela, elle a essayé de comprendre s'il plaisantait, puis elle a commencé à se demander comment il pouvait être aussi impudique. Pendant ce temps, le téléphone sonna. La jeune fille, s'adressant à notre héros, dit qu'elle le lui avait déjà dit plus d'une fois. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais personne n'y prêtait attention. La jeune fille a répété que s'il continuait à traiter le travail de cette façon, elle ne finit pas sa phrase car elle bouillait déjà de colère et ferma même les yeux. Et puis, prenant une profonde inspiration, la jeune fille a crié si fort que tout le bureau l'a entendu, suppliant quelqu'un de décrocher enfin le téléphone. Mais tout le monde était trop calme et occupé par son travail. Cependant, le type aux cheveux roses, distrait de ses tâches, a décroché le téléphone. Ensuite, la jeune fille s'est assurée que le travail avançait à plein régime et a essayé de se rappeler où elle s'était arrêtée. Notre héros l'a taquinée en lui citant la dernière phrase du cri. « Si vous continuez à traiter le travail de cette façon », Marin Lane, comme s'il s'éveillait, cessa de crier. Elle répéta que cela ne pouvait pas continuer. Elle essaya de comprendre s'il avait entendu le téléphone sonner à l'instant. Mais notre héros la regardait si calmement que cela l'irritait encore plus. Ignorant ce que disait la jeune fille, le jeune homme prit le téléphone dans ses mains et commença à examiner quelque chose. La jeune femme répétait avec lassitude qu'ils étaient débordés de travail et que notre héros sortait constamment pour fumer et ne revenait pas avant des heures. Au téléphone, on voyait qu'il était déjà 16h37 et un nouveau message annonçait l'arrivée de nouveaux produits à fumer. La jeune fille, voyant le comportement du jeune homme, lui demanda s'il écoutait. À ce moment-là, notre héros commença à se lever. La fille s'est effondrée encore plus à cause des actions de Hale, et elle commença désespérément à lui demander où il allait, car il avait beaucoup de travail prévu pour aujourd'hui. Le jeune homme s'est emparé d'un dossier bleu. Après cela, il a déclaré qu'il sortirait simplement fumer une cigarette. Prenant le dossier sans rien dire, il commença à enfiler sa veste, tandis qu'un collègue assis à proximité admirait le comportement du jeune homme. Sans trop réfléchir, il s'est retourné et a commencé à partir, et toutes les personnes présentes regardaient simplement ce qui se passait. Un instant plus tard, l'un des collègues a demandé à la jeune fille, qui feuilletait le rapport que notre héros lui avait remis avant de partir, pourquoi il ne l'avait pas simplement viré alors qu'elle partait. La jeune fille a dit que Hale était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Mais il semble que le gars aux cheveux roses n'ait pas compris la réponse. La jeune fille, parcourant avec enthousiasme tout le rapport, commença à répéter avec enthousiasme qu'il était un véritable individualiste, mais qu'il faisait trop bien son travail. Ensuite, les actions se dérouleront dans l'une des rues de la mégapole où tout le monde est toujours pressé. Notre héros inhalait déjà de la nicotine. Alors qu'il fumait une cigarette dans la rue, il pensait qu'il était temps de retourner au travail. Mais de quel travail s'agissait-il? Et que prévoyait-il, en général? Nous le saurons très, très bientôt. Désormais, tout vous arrivera lors d'une des réunions gouvernementales. Un homme se tient devant un écran et plusieurs personnes l'écoutent. Cet homme était en uniforme et commençait son dialogue par le fait que tout le monde vit désormais à l'ère des cartels criminels. Jour et nuit, ils font le commerce du trafic d'êtres humains et d'organes. Les drogues qu'ils mettent sur le marché assurent un flux incessant de toxicomanes qui n'ont d'autre choix que de se tourner vers le monde criminel pour assouvir leur soif. En conséquence, ils tombent dans le chaudron qui les a attirés dans ce piège. À notre époque, il est impossible de distinguer en quoi que ce soit un citoyen innocent d'un membre d'un cartel. Tôt ou tard, cette ville ne deviendra plus qu'un terreau fertile pour le vice. On ne peut pas se fier à une approche douce et légale. Et puis cet homme a ajouté qu'ils devaient tous les détruire jusqu'au dernier. C'est leur dernière chance de nettoyer cet endroit. L'un des hommes à l'écran a pris la parole, affirmant qu'ils étaient suffisamment intelligents pour cacher leurs traces et échapper à l'enquête.
Ils ne pourront pas trouver de fondement juridique à leur arrestation tant qu'ils n'auront pas commencé à agir. Les autorités ne peuvent donc pas recourir d'abord à la force brute. Regardant la boussole, cet homme poursuit en affirmant que cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'organisation qui est au centre de tout cela. Pour le moment, Hippa tente de sortir de l'ombre. L'homme qui disait tout cela et qui marchait dans la pièce essayait de s'adresser au maire, au gouverneur et au président. Puis, il a dit qu'il aimerait leur proposer une solution à tous leurs problèmes. Il suggère de créer un groupe cible non officiel, une escouade de kamikazes, une équipe d'agents talentueux qui ont personnellement souffert aux mains des cartels. Ils ont soif de vengeance. Et surtout, ils accomplissent la mission quoi qu'il arrive. Debout au bout de la table des négociations, cet homme a poursuivi en affirmant qu'il devait les soutenir en leur fournissant des informations et des armes, mais aussi en les sponsorisant, discrètement bien sûr. Il a ensuite proposé de déguiser le point de coordination en établissement ordinaire. C'est à ce moment précis que notre héros entra dans l'établissement. Le joyeux barman derrière le bar le salua joyeusement et lui suggéra d'entrer rapidement. La chambre était lumineuse et spacieuse. Après que Hale se soit assis au comptoir du bar, le barman a dit affirmativement qu'il était venu plus tôt que prévu et c'est génial. Il veut vraiment vous le donner le plus tôt possible. En se souvenant de la fille rousse et de la façon dont elle a crié, notre héros a dit qu'il devait partir. Le barman a commencé à courir autour du comptoir et semblait chercher quelque chose tout en disant que, pour une raison quelconque, le patron avait cette fois choisi une bonne marque de cigarettes. Il sait que notre héros se plaint constamment qu'on lui donne de mauvaises cigarettes. Un instant plus tard, le barman ouvrit un tiroir contenant toutes les armes nécessaires et un paquet de cigarettes. Et ce barman n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Sortant une cigarette du paquet, le jeune homme commença à l'examiner et réalisa qu'il s'agissait d'une cigarette classique. Le pack coloré semblait quelque peu inhabituel. Notre héros pensait que ces cigarettes avaient une odeur de fumée forte et légèrement suffocante, mais leur charme délicat compensait cet inconvénient. Le barman avait l'air encore plus gentil. Puis il a continué en disant qu'il pensait que notre héros les aimerait, et après un peu de réflexion, il a ajouté que ces cigarettes lui convenaient mieux qu'à quiconque. Notre héros a pris une cigarette. Quelque chose y était écrit, et le barman continuait en disant qu'en plus de tout cela, le patron lui avait aussi donné les coordonnées. Mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin, car il sait déjà tout. En s'approchant de l'étagère avec des cigarettes, le barman a montré un type spécifique et a demandé combien de paquets il prendrait cette fois, puis a demandé si un paquet lui suffirait. Notre héros n'a pas répondu à cela, se contentant de le regarder avec un regard nostalgique. Après réflexion, et après avoir regardé le cendrier, il a dit qu'il prendrait la boîte entière. Après tout, les cigarettes sont généralement fournies dans des boîtes, soit 10 paquets, 200 cigarettes, soit 20 paquets, 400 cigarettes. Le barman se murmura qu'il n'avait pas changé du tout. Notre héros a rappelé comment il lui avait remis un paquet de cigarettes et lui avait dit qu'il recevrait des instructions par leur intermédiaire. Ils lui ont fortement conseillé de ne pas les fumer. Assis à table face à face, l'interlocuteur de notre héros a continué à développer sa pensée, affirmant que l'odeur de cigarettes sur les lieux du crime pourrait devenir une preuve menant à notre héros. Avec sa main en grande partie recouverte de bandages, notre héros a commencé à prendre le paquet et a déclaré que toutes ces interdictions ne faisaient que lui donner encore plus envie de fumer ses cigarettes. Et juste au moment où il allumait une cigarette du paquet, Hale interrompit la conversation à ce sujet parce que personne ne sait quand il lâchera le seau. En essuyant l'assiette, le barman a conseillé à notre héros de prendre soin de lui. Dans le bureau, la rousse s'assit pensivement et réfléchit. Elle a vu qu'il était déjà 7h38, alors elle a supposé que notre héros n'allait pas revenir. Par conséquent, elle a décidé que cette fois, elle le licencierait définitivement. Elle n'a pas remarqué comment le collègue qui se tenait à côté d'elle avait essayé de l'appeler. Elle pensait encore à qui il pensait être. Après tout, elle peut toujours embaucher quelqu'un d'autre. Ses exigences sont minimes.
Manière de base. La jeune fille a même versé une larme. Elle n'avait toujours pas entendu qu'ils essayèrent de l'appeler. Elle se demandait « Quelle différence cela fait-il s'il est beau et bon dans ce qu'il fait ?» Elle ne peut pas travailler avec une telle personne, alors pourquoi se forcer? Dans un chapitre, pendant les réflexions de la jeune fille, la collègue a commencé à crier son nom. Cette action a terrifié la jeune fille et elle a même crié, les cheveux hérissés. Le jeune homme, aux allures de monstre, la regarda fixement, puis se mit à parler en disant qu'il ne voulait pas lui faire peur, qu'il n'arrivait tout simplement pas à la joindre. La jeune fille a commencé à s'excuser et a dit qu'elle était simplement perdue dans ses pensées. Et puis la jeune fille effrayée a retrouvé son calme et a demandé ce qu'il faisait ici, appelant ce jeune homme Jadon. N'est-il pas censé être à la réunion avec les clients, discutant du menu de la caméra de surveillance? Il se faisait face, et le gars a dit que quelque chose s'était passé. Et à ce moment-là, son téléphone a sonné. Naturellement, ce jeune homme a décroché le combiné et a dit que c'était Jane Merle. Puis il a demandé qui c'était. Et au bout d'un moment, ce type a commencé à se justifier. Il a expliqué comment ils avaient compris qu'il avait perdu le dossier contenant toutes les informations sur leur entreprise. Puis quelqu'un lui a demandé pourquoi il était en retard de 2 heures. Après tout, cela semble terrible. En entendant tout cela, Marion Lane a été horrifiée et a commencé à se demander comment il avait pu perdre le dossier et n'a appelé personne pour les avertir qu'il ne viendrait pas. Au début, Jadon n'a pas compris l'essence de la question, puis il a dit innocemment qu'il n'avait tout simplement pas appelé. Ouais, c'est arrivé. Il n'y a pas pensé, il était trop nerveux. Puis, il a demandé si la fille était en colère. À ce moment-là, tous les employés ont commencé à ranger leur poste de travail en se disant qu'il était temps de rentrer chez eux et en se disant au revoir. Le gars a essayé de calmer la fille en lui disant qu'elle ne devrait pas être en colère contre lui, qu'il ferait de son mieux et qu'il en tirerait certainement une leçon. La fille était horrifiée et ne savait pas quoi faire. Elle a attrapé ses cheveux et a regardé le plafond. En même temps, elle a demandé comment elle avait pu tuer cet employé. C'est très drôle, car à ce moment-là, il pose la même question. Ce n'est que si la colère de la fille passe rapidement que notre héros prend cela tout à fait au sérieux. En regardant le visage d'une personne qui craignait clairement les conséquences, il a commencé à dire qu'il ne pouvait peut-être même pas imaginer ce qui allait se passer. Puis, il l'a appelé Peter. Notre héros se tenait au sommet de cette personne et, plaçant le pistolet contre sa bouche ouverte, commença à parler, disant qu'il pouvait à peine le reconnaître parce qu'il avait pris du poids. Il devait bien manger pendant que notre héros était absent. Peter a essayé de comprendre d'où il venait, car il avait entendu dire que Hale était mort. Prenant une cigarette dans le paquet, notre héros dit avec confiance à Peter que c'était sa faiblesse de longue date. Affirmant en outre, il a déclaré que Peter croit facilement aux choses qu'il n'a pas vues de ses propres yeux. Par exemple, des promesses de récompense. À ce stade, le pistolet était déjà appuyé contre la tempe de Pierre, et notre héros continuait de parler, disant que Pierre croyait également à la gloire qu'il recevra en prenant la place de notre héros. Et alors qu'il appuyait sur la gâchette du pistolet, il dit qu'il se retrouverait certainement en enfer. Mais le gars a essayé de l'arrêter. En balbutiant, il dit que ce n'était pas lui. Oui, il a invité notre héros là-bas, ce jour-là, mais en regardant les contours de Hale, Peter a continué à parler, l'assurant qu'il ne pouvait pas la tuer, l'appelant Ricky. Et se rappelant les contours de la jeune fille, il l'appela par son nom. C'était son erreur fatale. Les yeux de notre héros devinrent furieux. Il couvrit la bouche de Peter d'une main et pointa l'arme sur son visage de l'autre. Il a commencé à tirer des balles, les unes après les autres. Il ne restait plus aucune trace de vie sur son visage. C'était juste un désastre. Le type s'est retourné et lui a ordonné de ne pas oser prononcer le nom de cette fille. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et un autre gars est entré, appelant à nouveau le nom de Ricky. Notre héros ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements. Il regarda la porte d'entrée.
Le visage de notre héros était entièrement couvert de sang. Ce type s'est mis à courir dans les ruelles de Mégapolis. Pendant qu'il courait, il a crié, et il semblait avoir entendu Peter dire « Ricky ». Le gars n'a jamais raté une cible. Puis, se retournant, il demanda à haute voix s'il avait réussi à s'enfuir. Mais il ne vit pas que notre héros se tenait juste devant lui. Et en un instant, notre héros avait déjà soulevé ce jeune homme par le cou au-dessus de lui. Le gars était terrifié. Ce type était le meilleur tueur du cartel. Hale a dit avec lassitude qu'il détestait jouer à cache-cache. Marion Lane tapait quelque chose sur son téléphone. Elle tapait un message à Hale. Dans le message, elle lui demandait s'il reviendrait au bureau aujourd'hui, car elle voulait lui demander s'il prévoyait de travailler tard dans la soirée. En quittant le bâtiment, la jeune fille a fermé la porte d'une main et a tenu son téléphone de l'autre. À ce moment-là, elle lui souhaita une bonne journée, mais la demoiselle était fatiguée et se disait qu'elle adorerait vraiment que la journée se passe bien. La fille commença à penser à quelque chose. Elle posa la main sur sa tête et dirigea son regard quelque part. Puis, elle regarda à nouveau l'écran de son téléphone, en particulier le message qu'elle avait tapé à notre héros, et réalisa qu'elle ne devrait pas l'envoyer. Mais elle lui avait déjà envoyé un message lui demandant où était notre héros. Elle a essayé de retaper quelque chose et a demandé l'aide d'un inconnu. Fermant les yeux, elle pensa « Si seulement notre héros pouvait apparaître comme par magie, juste devant moi ». En passant devant l'allée, elle entendit quelques bruits et y tourna naturellement toute son attention. Dans cette ruelle gisait le corps du jeune homme que notre héros avait soulevé auparavant. Maintenant, sa tête était fracassée et il y avait du sang partout, et notre héros était juste assis sur le corps. Quand Hale s'est rendu compte que quelqu'un le surveillait, il s'est levé d'un bond et a pointé son arme. Notre héros et le pistolet pointé se reflétaient dans les pupilles de la jeune fille. Elle pensait qu'il était vraiment sorti de nulle part, comme il lui semblait. Il se tenait de chaque côté du corps du jeune homme. Notre héros la regardait en pointant son arme. Marion Lane a regardé avec horreur toute la scène et elle n'a pu que prononcer son nom. Et ce qui se passe ensuite, nous le découvrirons dans le prochain chapitre. Le gars a tordu les mains de la fille derrière son dos et l'a appuyée avec ses mains. La fille a essayé d'appeler notre héros et de lui dire qu'il avait du sang sur le visage. Hale conduisait avec confiance Marion Lane quelque part et a dit que ce n'était pas son sang. À cause de ses talons hauts, la fille ne marchait pas vite, mais notre héros ne se précipitait pas non plus. En marchant, il pensait à quel point la journée avait été terrible. Ils se sont approchés du corps du jeune homme tué, qui émettait encore des bruits, et il était possible qu'on puisse encore l'aider. En regardant cette scène, la jeune fille a supposé que ce type avait été grièvement blessé. Elle a donc suggéré d'appeler une ambulance. Mais notre héros, entendant cela, a sorti une arme à feu au lieu d'un téléphone, comme le pensait la fille aux cheveux roux. Il a commencé à tirer des balles les unes après les autres sur cet homme déjà définitivement mort. La jeune fille s'est mise à crier, mais notre héros l'a tenue dans ses bras tout en tirant. La jeune fille était terrifiée. Elle ouvrit encore plus grand les yeux et de nombreuses questions se bousculèrent dans sa tête. Par exemple, où a-t-il trouvé l'arme? Ou l'a-t-il simplement tué? Sérieusement, est-ce vraiment le Hale qu'elle connaît? Puis, d'une manière ou d'une autre, la jeune fille a réussi à se libérer de l'emprise de notre héros, et ce faisant, elle lui a crié de la laisser partir. La jeune fille a couru vers une clôture et a demandé avec crainte à Hale de ne pas l'approcher. Puis, elle a commencé à assurer qu'elle n'avait rien vu. Mais le gars était déterminé et a commencé à recharger son arme, affirmant qu'elle avait tout vu. La jeune fille a essayé de paraître calme et a même souri en disant qu'elle ne le dirait à personne et a promis de tout oublier. Notre héros était trop cruel, alors il a pointé son arme sur elle et a dit qu'il ne la croyait pas. La fille pensa « C'est comme ça que je vais mourir, sur le chemin du retour au travail après avoir acheté une collation ?» aux mains de quelqu'un qu'elle considérait comme un collègue? Est-ce vraiment le pire jour de ma vie? La jeune fille a essayé de convaincre le gars de ne pas la tuer,
lui demandant de penser au temps qu'ils avaient repassé ensemble. Elle a même mentionné qu'elle avait des sentiments positifs à son égard et qu'ils étaient en bons termes. Agenouillée devant notre héros, elle l'a supplié de ne pas la tuer, car elle ne voulait pas mourir ainsi. Hale regarda tout cela avec une certaine horreur et se souvint même de quelque chose. Il se souvenait des phrases prononcées par la jeune fille décédée avant de recevoir une balle dans la tête. Elle implorait également de l'aide à l'époque. Notre héros était déjà en état de choc, voire de désespoir. Il ne savait définitivement pas quoi faire ensuite. Il était sur le point d'appuyer sur la gâchette lorsque quelqu'un a appelé la jeune fille. C'était un collègue avec qui elle sortait prendre une collation. Il marchait et l'appelait par son nom. Tout en marchant, il se demandait où elle avait bien pu aller et comment il se faisait que son téléphone ne réponde pas. Il réalisa qu'il était déjà très proche de l'allée où se trouvaient notre héros et la jeune fille. Hale commença à hésiter. Debout devant la jeune fille, il commença finalement à parler, disant qu'il lui donnait exactement une chance. La jeune femme était choquée. Elle se leva d'un bond et commença à le remercier avec enthousiasme. Mais notre héros restait là et regardait. Le jeune homme était toujours en place et la fille aux cheveux roux commençait déjà à crier qu'elle irait. Mais elle ne remarqua pas comment elle commençait à courir. En regardant la mare de sang qui se répandait, la jeune fille a demandé à notre héros de terminer ses affaires. À ce moment, le jeune homme entendit un dialogue entre ses collègues. Le gars a demandé à la fille ce qu'elle faisait dans cette ruelle, alors qu'il la cherchait. La jeune fille répondit avec gratitude et lui proposa de manger son corn dog. Le gars a accepté. Tout cela était angoissant pour notre héros, et il chercha une cigarette dans la poche de sa veste. Puis il a commencé à regarder autour de lui. Jaden était déjà debout et grignotait quelque chose. Tous ces gens étaient déjà au bureau, y compris notre héros. S'adressant à la jeune fille, le jeune homme lui a demandé si elle n'allait pas manger quelque chose, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne se sentait pas bien et lui a proposé de tout manger lui-même. Cette nouvelle a beaucoup plu au gars. La jeune fille regarda autour d'elle et ne comprit pas pourquoi il travaillait. Et en général, comment était-ce possible après tout ce qui s'est passé? Et notre héros était assis à son poste de travail, tapant quelque chose sur le clavier, sans prêter attention à autre chose. Il était trop concentré. Pendant que la jeune fille réfléchissait à tout cela, il s'est tourné vers le gars qui avait sauvé Marion Lane et lui a dit qu'il avait trouvé les données clients manquantes et qu'il venait de les lui envoyer. La jeune fille s'est inquiétée et l'a remercié tout en regardant son moniteur. En parcourant les dossiers qu'il lui envoyait, la jeune fille réalisa qu'il était un employé très compétent et intimidant. Après cela, elle lui a dit qu'il avait fait du bon travail. Jaden s'est approché du poste de travail de notre héros et lui a demandé comment il avait trouvé les données. Il a répondu qu'il avait des copies de sauvegarde de tout ce qu'il avait téléchargé la semaine dernière. Le jeune homme a posé des questions sur les sauvegardes. Ensuite, il s'est levé de son bureau et a dit qu'il irait fumer. La fille avait un peu peur en voyant ça, mais une seconde plus tard, elle s'est mise à bégayer avec enthousiasme, lui disant d'aller de l'avant et de fumer autant qu'il en avait besoin. En partant, il a dit qu'il reviendrait très bientôt. La jeune fille le regarda partir et attendit le moment où la porte se fermerait. Un frisson lui parcourut le dos et elle regardait déjà tout avec horreur. La jeune fille a réalisé que c'était sa chance et qu'elle devait s'enfuir de cet endroit le plus rapidement possible. Elle commença à rassembler ses affaires à la hâte, ne remarquant pas à quel point cela avait l'air terrible et ridicule de l'extérieur. Son sauveur a vu cette scène, alors il lui a demandé si elle rentrait chez elle. La jeune fille était troublée et a déclaré qu'elle avait des problèmes urgents à régler. En plus, elle devait de toute façon appeler tous les clients demain. Elle n'a même pas fini sa phrase avant de commencer à dire autre chose. La jeune femme se tourna vers Jaden, qui ne comprenait visiblement pas ce qu'elle attendait de lui. Bégayant, elle a demandé s'il pouvait le faire. Et puis, elle se tut. C'était comme si quelque chose la faisait reculer. Et elle pensait que non, elle ne pouvait impliquer personne dans ce qui s'était passé. Alors qu'elle s'enfuyait, elle lui a crié de tout oublier et que Jaden pouvait aussi rentrer chez elle. En entrant dans son appartement,
Elle a verrouillé la porte avec toutes les serrures possibles. Elle a fermé les rideaux. Et, debout près de la fenêtre, elle raisonna à haute voix sur la nécessité de verrouiller la porte et toutes les fenêtres. Tout va bien, c'est en sécurité ici. Mais la fille avait trop peur et cela l'empêchait même de lâcher les rideaux. En regardant son appartement confortable, elle se demanda ce qui se passait. Elle se souvint de notre héroïne avec un pistolet et, se tenant la tête, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas penser clairement. Après avoir enfilé ses pantoufles, la jeune femme s'est mise à parler à voix haute, disant qu'il était toujours difficile de comprendre notre héros. Mais elle ne l'a jamais considéré comme une mauvaise personne. Derrière elle, elle entendit la phrase selon laquelle il était vraiment une mauvaise personne. C'était notre héros. Elle avait l'air horrifiée, et il se tenait là dans son appartement, face à face, se regardant intensément dans les yeux. Et il avait l'air trop sombre. Alors, que va-t-il se passer? Nous le découvrirons dans le prochain chapitre. En quittant le bureau et en se tenant juste devant l'entrée, notre héros a commencé à appeler quelqu'un. En attendant une réponse, il a réussi à allumer une cigarette. Et quand quelqu'un a finalement décroché, il a demandé « Que faire si un civil le remarquait ?» La personne qui l'a appelé appartenait à la police municipale. Il était assis sur une chaise et feuilletait quelques papiers. Et en entendant la question, il se demanda comment il avait pu commettre une telle erreur. Cela ne semblait pas être quelque chose qu'il ferait. Cet homme réfléchit un instant et dit qu'il craignait que le bien commun n'exige des sacrifices. Notre héros n'a pas du tout aimé cette réponse. Il a même oublié sa cigarette. Après avoir raccroché, il vit la jeune fille aux cheveux roux se précipiter quelque part à une vitesse folle. Le mot « éliminé » lui tournait dans la tête. Pendant ce temps, la jeune fille courait toujours sans se retourner. Mais notre héros a rappelé et lui a demandé s'il devait l'éliminer, même si c'est Marion Lane. Et il se tenait là, face à face dans l'appartement de la jeune fille. Elle le regardait avec horreur et ne comprenait pas ce qui se passait. En regardant notre héros dans les yeux, elle semblait faire écho aux paroles de Hale, disant qu'il avait promis de ne pas la tuer. Le gars commença à marcher vers la jeune femme, et il lui tendit la main, les larmes aux yeux. La jeune fille s'est mise à crier que c'était la fin pour elle. Mais le gars a juste pris un trousseau de clés dans ses cheveux, et elles ont tinté. Mais la fille n'a pas arrêté de crier, et à la place, elle a commencé à se défendre avec quelques mouvements. Et un instant plus tard, notre héros lui a demandé d'où lui était venue l'idée qu'il était venu la tuer. La jeune fille ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements, et elle le regarda avec moins de peur, mais continua de crier. La regardant et tenant le trousseau de clés à la main, il lui demanda s'il lui avait déjà menti. La fille, qui était déjà soulagée, pensait qu'il ne la tuerait vraiment pas, mais était-elle en sécurité? Puis, elle l'a simplement remercié. Après son bref soulagement, la jeune fille remarqua sa main avec le trousseau de clés et s'indigna, demandant pourquoi il en avait besoin. C'étaient les clés de sa maison. Le gars se tenait calmement et regardait simplement. Puis il a dit qu'il vivrait avec elle. La jeune fille était horrifiée et ne comprenait pas comment cela était possible. Alors qu'il partait, le gars a dit qu'il devait garder un œil sur elle. Puis il lui a demandé si elle avait une chambre libre. La fille était trop indignée, c'est peut-être pour cela qu'elle ne pouvait rien lui dire. Pendant que notre héros ouvrait la porte d'entrée, Marion Lane lui a demandé de quoi il parlait et comment tout cela en était arrivé là. Puis, elle a dit qu'elle n'autoriserait rien de tel et que c'était sa maison. En partant, notre héros a déclaré qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Si elle choisit la mort, il ne l'en dissuadera pas. N'obtenant aucune réponse, il a dit que puisqu'ils avaient conclu un accord, il irait fumer. La jeune fille terrifiée regarda Hale partir, incapable de répondre à une telle déclaration. Puis, tombant à genoux, par impuissance, la jeune fille se demanda s'il l'avait épargnée ou s'il l'avait condamnée à mort. Elle n'arrêtait pas de sangloter et de raisonner dans la chambre d'amis, mais elle n'avait pas de chambre libre. Après quelques instants, elle réfléchit et fut distraite de ses larmes. Elle se dirigea vers un endroit où il y avait clairement un désordre. C'était un débarras. Elle était trop encombrée
et ne pouvait donc pas être considéré comme une pièce libre. La jeune fille avait l'air trop désespérée, ne comprenant pas quoi faire ensuite. Sur la route de la mégapole, le feu était rouge, ce qui signifiait que la circulation était temporairement arrêtée. Les voitures s'immobilisaient, attendant le feu vert. De la musique jouait dans l'une des voitures. Un homme était assis sur la banquette arrière, tapant du pied et racontant à quel point sa vie avait radicalement changé. Il avait l'air très fatigué. Ses mains étaient profondément enfoncées dans ses poches. Il a raconté comment il déchirait tout et n'importe quoi, en accomplissant n'importe quelle tâche. Même le conducteur a vu toutes les actions de cette personne dans le rétroviseur. Il a notamment secoué la tête et a continué à raconter qu'il n'avait rien reçu en retour. Ensuite, le gars a commencé à protester. « Où diable est Peter ?»« Maudite vie !» Il fronça les sourcils d'insatisfaction. Le chauffeur a dit qu'il le comprenait très bien. Cela a semblé amuser le gars, et il a demandé si le chauffeur plaisantait. Puis il continua à parler. Que peut-il savoir? Il fait juste tourner le volant. Pendant ce temps, quelqu'un a heurté le conducteur aux sièges avant. À ce moment-là, quelque chose se passait sur les sièges avant, et le type assis à l'arrière, sans s'en rendre compte, a dit au conducteur de ne pas faire semblant de comprendre ce qui se disait, et lui a ordonné de conduire. Mais il ne remarqua pas que notre héros s'était déjà approché de la fenêtre ouverte. Ce type l'a attrapé à la gorge. Il se saisit le visage, faisant couler de la bave. Maintenant, le conducteur ne pouvait plus voir ce qui se passait derrière. Alors il a commencé à dire qu'il n'était peut-être qu'un conducteur, mais qu'il avait passé les dernières décennies à travailler pour EP2. Ainsi, il comprend ce qui lui manque. Puis il a dit que l'EP2 était bien meilleur avant. L'homme assis à l'arrière n'a pas compris et a même demandé à nouveau. Le conducteur se retourna, l'air trop effrayé. Ses yeux commencèrent à trembler et il essaya de demander quelque chose. Regardant droit vers notre héros, qui fumait une cigarette, il l'appela Ricky, comme l'ont fait plusieurs personnes avant lui. Il l'a confirmé. Hale se souvient que lorsque le barman tendait des cigarettes à notre héros, il en prenait une et lui demandait de la regarder. Après le nom de Peter Cruz, il y avait un plus alpha. Le barman lui a conseillé de faire plus d'efforts. Après cela, un bonus inattendu l'attend. Et maintenant, assis sur la banquette arrière, il pensait que c'était effectivement un bonus. Tout en fumant une cigarette, il a prononcé le nom de sa petite amie décédée, puis, se tournant vers le chauffeur, lui a dit qu'elle avait toujours été très gentille avec lui. N'est-ce pas? Se souvenant du moment où elle a demandé à Hale de la saluer, il s'est approché du chauffeur et lui a dit que c'était Monsieur Johnson, le meilleur chauffeur du monde. Le conducteur se tenait là, l'air embarrassé et se grattant la tête. La fille avait l'air très heureuse. Après ce souvenir, notre héros s'est de nouveau tourné vers le chauffeur et lui a demandé pourquoi il l'avait trahi. Le conducteur commença à bégayer, mais ne trouva pas de réponse à une telle question. Pointant son arme sur son épaule, notre héros lui ordonna de conduire et ils discutèrent son chemin. Le conducteur n'était visiblement pas ravi. Il avait peur. Plus tard, notre héros a ajouté qu'il devait faire attention. Hale avait l'air trop en colère. Le conducteur était paniqué. Le gars l'a appelé le pilote de l'année. Pendant ce temps, la jeune fille aux cheveux roux, avec un sentiment de satisfaction, dit « Terminé ». Dans l'ancien débarras, il y avait une vraie chambre. Tout était comme il se doit, un lit, une table de nuit et très lumineuse. La fille était assise au milieu du lit. Elle comprit que désormais l'endroit était suffisamment propre pour que notre héros ne la tue pas. Puis, elle imagine qu'il lui reprocherait de lui avoir attribué le débarras, et elle s'en va. Et en regardant par la fenêtre, le sourire sur le visage de la jeune fille s'est légèrement estompé. Dehors, il faisait déjà nuit profonde. La lune, avec des points blancs dispersés dans le ciel sombre. Elle se demandait quand il reviendrait et s'il reviendrait aujourd'hui. Au même moment, notre héros conduisait la voiture et regardait le ciel en fumant une cigarette. Ils roulaient dans un endroit inconnu. Mais où exactement ils allaient, nous le découvrirons dans le prochain chapitre. Ces deux-là sont arrivés dans une forêt.
notre héros a poussé devant lui le chauffeur qu'il a supplié d'écouter. Plaçant ses mains sur ses tempes, l'homme commença à dire qu'il n'avait pas le choix. Il devait prendre soin de sa famille. Personne ne s'occupera d'eux s'il meurt. Il a ensuite déclaré qu'ils avaient menacé sa famille et, à ce moment-là, notre héros avait jeté le conducteur au sol devant lui. Hale ne semblait pas intéressé par ce bavardage. Après tout, il était exceptionnellement bon dans son travail. L'homme est tombé avec fracas. Le jeune homme a posé des questions sur sa petite amie décédée. Il a ensuite affirmé que le chauffeur savait qu'il la tuerait s'il la menait là-bas. En regardant le chauffeur, notre héros continuait d'essayer de comprendre pourquoi il ne pouvait pas savoir. Après tout, selon ses propos, le chauffeur travaillait pour EP2 depuis 10 ans. L'homme a tenté de se justifier, affirmant que la jeune fille était seule, alors qu'il en avait 5 dans sa famille, dont lui-même. Était-il censé sacrifier 5 vies pour une seule? Il a supplié, disant que notre héros était encore jeune et qu'il pouvait toujours trouver quelqu'un d'autre. Tandis que notre héros chargeait son arme, il perdait patience. Il a essayé de comprendre ce que le conducteur voulait finalement dire. Debout au-dessus de lui, il devina que l'homme disait qu'il était innocent. En le regardant, l'homme a essayé de se défendre, mais cela n'a pas fonctionné. Il a mentionné une nouvelle femme leader et a affirmé que c'était son ordre. Notre héros n'avait aucune idée du nouveau chef. Alors, il a commencé à poser des questions sur elle. Le chauffeur a déclaré qu'il ne l'avait jamais vue personnellement, mais il s'est ensuite vraiment retrouvé coincé. Il a même dit que n'importe qui, même notre héros, aurait fait de même. Et à ce moment-là, un coup de feu a retenti et la balle a touché la main de l'homme. Hale en a assez entendu. Pendant ce temps, l'homme criait de douleur. En s'approchant du corps accroupi du chauffeur, notre héros lui a demandé s'il voulait qu'il aille chez quelqu'un d'autre, non? C'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue toute l'année. Le chauffeur a demandé grâce. Notre héros a répondu qu'il appréciait les soins de Johnson. Puis il a dit qu'en signe de gratitude, il pourrait lui donner une chance de survivre. En un instant, il traça une ligne au sol avec sa botte. Il a dit que le conducteur ne devrait pas franchir cette ligne. Donc, si ses actions étaient vraiment justifiées, il était sûr que Dieu ne se détournerait pas de lui. Ces paroles et les actes de notre héros ont choqué le conducteur. Hurlant de douleur, il essaya de se relever. Et alors qu'il fuyait notre héros, il a essayé de crier qu'il avait fait le bon choix. Il n'était pas coupable. À ce moment-là, l'arme était pointée directement dans le dos de l'homme. Tout cela amusait le jeune homme. Son arme était déjà pointée vers la cible. En un instant, des coups de feu retentirent dans le silence de la nuit. En approchant de l'une des portes, notre héros a tenté de s'introduire par effraction. De derrière la porte surgit le barman qui avait donné à notre héros les cigarettes avec des buts. Il avait l'air trop endormi et ne comprenait pas ce qui se passait. En voyant notre héros, il prononça son nom et demanda ce qu'il faisait là à pareille heure. Ignorant ces questions, notre héros posa les siennes et demanda spécifiquement s'il y avait quelque chose qu'il ne savait pas. Cette question plongea le barman dans une sorte de choc. Il demanda donc ce qui se passait. Hale avait entendu dire que EP2 avait un nouveau chef, une femme. De tels mots n'étaient certainement pas attendus par l'homme au milieu de la nuit, et je doute qu'il ait jamais été prêt à les entendre de la part de notre héros. En s'approchant du comptoir du bar, notre héros a commencé à dire que selon les instructions, il doit lui confier une mission spéciale s'il le demande. Le jeune homme assis derrière le comptoir du bar dit « ne rien comprendre ». Puis, regardant au loin avec lassitude, il a commencé à dire que EP2 était strictement une entreprise familiale. Les postes de direction étaient répartis entre les parents par le sang et il était absolument sûr que toutes les femmes parmi eux étaient mortes lors de la dernière lutte pour le pouvoir. Le barman, qui s'occupait des armoires, était d'accord avec lui. Puis il a dit qu'il l'avait également appris il n'y a pas longtemps. Il était tout aussi confus que notre héros. En général, la direction a déclaré qu'elle devait approfondir ses connaissances. Sortant un paquet de cigarettes, l'homme a déclaré que l'enquête prendrait du temps car elle était nouvelle pour tout le monde. En attendant, il avait un travail pour lui. Mais il y a un problème. Après cela, le barman parut hésiter.
En regardant notre héros, il a finalement rassemblé son courage et a dit qu'il devrait sauver quelqu'un. Mais notre héros a immédiatement refusé. Le barman s'y attendait clairement et a déclaré que dans ce cas, il était obligé de l'informer qu'il n'obtiendrait aucune nouvelle information. En éteignant la cigarette dans le cendrier, notre héros s'est indigné car, une fois de plus, on lui confiait un travail qui ne correspondait pas à son profil. Après tout, il ne fait que tuer des gens. Il n'a sauvé aucune âme. Et il a demandé au barman de lui dire qu'il préférerait doubler le nombre de meurtres. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était son alarme. Presque aussitôt, il l'éteignit. Le barman lui a demandé où il allait après tout. Notre héros a répondu calmement qu'il était pressé de travailler. Un de ses collègues lui a demandé s'il s'y rendait comme ça, dans son état actuel. Notre héros a fait écho au dernier mot. Et en effet, ses vêtements étaient tachés du sang du conducteur tué. En entrant sur le lieu de travail, il a déclaré qu'il était coincé dans les embouteillages. À ce moment-là, Maren Lane était déjà assise à son bureau et était légèrement choquée de voir notre héros. Est-il apparu? Le tueur, qui avait disparu quelque part après lui avoir fait nettoyer sa chambre toute la nuit, est finalement venu travailler. La jeune fille était furieuse, mais en regardant notre héros, elle était déjà légèrement choquée, tout comme Jaden qui se tenait à côté d'elle. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Tous les collègues qui étaient déjà au travail étaient également perplexes. Notre héros était habillé trop joliment. Son costume et sa cape étaient dans des tons clairs, tout comme sa chemise. Ses nuances lui allaient très bien et mettaient en valeur tout ce qui pouvait l'être. Ses cheveux et ses yeux brillants complétaient harmonieusement la tenue professionnelle légère. De temps en temps, la jeune fille sortait de son bureau et regardait notre héros. L'idée de porter ce costume est venue du barman. Quelqu'un a appelé le gars et il avait l'air fatigué. Ce sont ses collègues qui sont venus lui demander de l'aide. Un homme en costume vert et lunettes lui a tendu un morceau de papier en lui disant que cela devait être fait d'ici la fin de la journée. Et une fille rousse lui a tendu un dossier jaune et lui a demandé de le faire aussi, puisqu'il est là. Notre héros n'a pas répondu. Et Maren Lane pensait que peut-être que tous les gars étaient devenus fous. Tu ne peux pas laisser tout ton travail sur Hale comme ça. À un moment donné, la jeune fille a été horrifiée, pensant « Et s'il se mettait en colère et commençait à tuer tout le monde ici ?» Eh bien, elle est allée à l'extrême, bien sûr. Mais quand même, cette pensée lui donnait des frissons. Le jeune homme se mit au travail, tenant une tasse de café dans une main. Et à un moment donné, un autre collègue s'est approché de lui et lui a demandé s'il pouvait en faire une copie puisqu'il était déjà debout. Il lui tendit un morceau de papier et lui sourit gentiment. Notre héros n'a rien dit en réponse, il a juste regardé son collègue avec confusion. Son œil commença à trembler. La jeune fille était horrifiée car elle s'attendait à quelque chose de terrible. Et à un moment donné, elle s'est envolée vers notre héros. Se jetant sur lui, elle déchira le papier que leur collègue venait de lui tendre en lui disant qu'elle ferait mieux d'en faire la photocopie. Ce faisant, elle n'a pas remarqué comment la tasse de café s'est répandue sur la chemise claire de notre héros. Et maintenant, le café éclaboussa sa chemise légère. Le jeune homme a saisi le poignet de la jeune fille pour l'empêcher de tomber. Mais elle lui a demandé s'il allait bien. Et ils se tenaient là, se tenant l'un l'autre, se regardant dans les yeux. Eh bien, que se passera-t-il ensuite? Nous le saurons bientôt. Quelques heures plus tôt, notre héros était absorbé par quelque chose. À ce moment-là, une fille aux cheveux roux le surveillait. Un homme en costume vert entra dans la pièce et, se tournant vers notre héros, lui demanda de commander du café, car il n'en avait plus. Notre héros a immédiatement accepté, mais en entendant cela, Maren Lane a levé la main et a dit avec enthousiasme qu'elle le ferait elle-même. Notre héros était perplexe en observant cette scène. Quelque temps plus tard, pendant le travail, quelqu'un a demandé au gars de décrocher le téléphone, ce à quoi notre héros a de nouveau accepté. Mais avant qu'il puisse répondre, la jeune fille a répondu et a commencé à parler au client. Dans l'une des pièces, notre héros cherchait quelque chose. Et là, tout d'un coup, Marie est apparue.
Elle a immédiatement demandé à Hale ce qu'il cherchait. Le gars a répondu qu'il cherchait des informations sur l'installation de téléphones supplémentaires à l'hôpital. La jeune fille s'est gratté la tête et a dit que toutes ces informations étaient avec elle. En observant cette scène, leurs collègues ne comprenaient pas ce qui arrivait aujourd'hui à leur patron. Après que Marin ait déclaré que toutes les informations nécessaires à notre héros étaient avec elle, elle a dit joyeusement qu'elle s'en occuperait et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Notre héros n'était clairement pas satisfait d'une telle surprotection. À ce moment-là, notre héros tenait toujours la jeune fille par le poignet. S'adressant à elle sous le nom de Miss Lane, il lui dit que c'était son travail. Il a donc pris le papier des mains de la jeune fille, qui était visiblement choquée par ce comportement. En lui jetant un coup d'œil, la jeune fille accepta et recula. En s'éloignant, elle pensa qu'elle essayait juste de l'aider, mais il semblait se mettre en colère pour une raison quelconque. Elle était un peu offensée et ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Et le jeune homme allait déjà quelque part, probablement pour régler ses problèmes professionnels. S'approchant de Jaden, il lui tendit le papier. Il était définitivement choqué. Notre héros a fait ce que ce jeune homme lui avait demandé. Alors une fois le papier entre ses mains, il a remercié Hale. La fille aux cheveux roux assise à proximité a demandé à notre héros pourquoi il n'avait pas laissé Marin Lane faire le travail qu'il allait faire. Après tout, elle s'est offerte. Mais notre héros n'a pas pu trouver de réponse à cette question. Mais au bout d'un moment, il a demandé « Est-ce si agréable de confier son travail aux autres et de s'amuser ?» Elle ne s'y attendait visiblement pas et s'est un peu énervée. Eh bien, ce n'est pas surprenant. Elle ne pouvait pas répandre de rumeurs. En colère, elle a commencé à faire la leçon à notre héros qu'il parle comme s'il faisait tout le travail lui-même, alors qu'en réalité, il n'est pas meilleur qu'elle. Hale ne lui prêta aucune attention. Et alors qu'il commençait à partir, la jeune fille lui cria qu'il était trop insolent. Pendant ce temps, Marin Lane était assise à son bureau, essayant de faire quelque chose. Mais tout cela n'était que ténèbres. En entrant dans son appartement, la jeune fille a changé ses chaussures, a claqué son sac par terre, a allumé la lumière et a soupiré. La jeune fille chancela jusqu'à une autre pièce, marmonnant à quel point elle était fatiguée en essayant de trouver l'interrupteur. En allumant la lumière, elle aperçut un jeune homme assis, la tête baissée, sur son canapé. Il lui a demandé de se comporter comme d'habitude, lui disant même s'il vous plaît. Le jeune homme était visiblement aussi fatigué qu'elle. Elle lui a demandé de se comporter naturellement. La fille, qui se tenait à proximité, était dans une sorte d'horreur et a commencé à dire quelque chose d'incompréhensible. Mais après s'être ressaisie, elle a dit qu'elle faisait de son mieux, car dire que c'était plus facile que de le faire, et elle a ensuite espéré la compréhension du jeune homme. Notre héros regarda attentivement la jeune fille aux cheveux roux, et la fille le regardait avec ses grands yeux verts. Notre héros se leva lentement du canapé. Il a commencé à raconter que la semaine dernière, l'avant-dernière semaine, et même bien avant de commencer à travailler chez Marilyn Networks, il avait passé beaucoup de temps à tuer des gens pour d'innombrables raisons. La jeune fille qui se tenait à proximité était choquée. Elle se demandait si elle devait le féliciter pour cela. Mais elle ne pouvait que répondre qu'elle comprenait. Ensuite, le gars a commencé à raconter comment il lui avait sauvé la vie en s'approchant de la fille, qui était clairement complètement terrorisée. Se penchant vers son visage, il lui demanda si elle supposait pourquoi il lui avait sauvé la vie. La jeune fille ne savait pas quoi répondre. Alors, après un petit moment, elle a demandé pourquoi il lui avait sauvé la vie. Y avait-il une raison? Elle avait un air désespéré. Puis elle a demandé à nouveau. Quelle en était la raison? Mais notre héros l'a simplement regardé et n'a rien dit. Il était sur le point de dire quelque chose, mais quelque chose l'en empêcha. Il s'est retourné et a dit qu'il allait se coucher, laissant la jeune fille la tête pleine de questions. La fille ne comprenait pas ce que c'était. N'allait-il pas finir son discours? Elle ne pouvait que regarder le gars partir. Elle lui cria dessus, mais il avait déjà fermé la porte. Il se tenait dans une pièce entièrement rangée et a été choqué. Se souvenant de ce qui s'était passé dans cette pièce il n'y a pas si longtemps, il en conclut que la jeune fille l'avait nettoyée.
Puis il remarqua un ours en peluche debout à côté du lit. Il la prit dans sa main. Le passant d'une main à l'autre, il commença à examiner l'ours en peluche. Le gars a rappelé sa conversation lorsque le sort de Maren Lane a été décidé. On lui a dit de se débarrasser d'elle. L'homme hésita. Alors, il a dit que la tuer maintenant serait trop inutile. Il a demandé de trouver une autre voie pour notre héros. En replaçant l'ours en peluche là où il l'avait trouvé, le gars en est venu à la conclusion que tout cela était toujours en désordre. Dans sa chambre, la jeune fille essayait de comprendre la raison pour laquelle elle était en vie. Elle était assise et se frottait les joues, essayant de comprendre ce que cela pouvait être. Et assise sur son lit, enlevant ses pantoufles, elle en est venue à la conclusion que cela n'avait plus d'importance. Il l'a laissée en vie, et c'est suffisant. Elle prit son ordinateur portable dans ses mains et bâilla. Elle avait une autre question de vie ou de mort. La jeune fille commença à ouvrir son ordinateur portable. Au souvenir de l'incident, ses collègues ont attendu 2 heures au rendez-vous. Il lui fallait trouver d'autres clients. Et vite! La jeune fille était déterminée. Elle a décidé qu'elle acquérirait un nouveau client quoi qu'il arrive, même si elle devait frapper à toutes les portes de la ville. Ses yeux brûlaient de détermination. Elle savait que si quelqu'un répondait à ses emails, elle traverserait tous les cercles de l'enfer pour obtenir l'accord final. Elle nageait même dans un marais avec des alligators si nécessaire. La jeune fille était déjà partie quelque part. Telle était sa détermination. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle finirait dans un tel endroit. Il y avait autour d'elle des gens vagabonds, ressemblant à des toxicomanes. Elle marchait et tous les yeux étaient rivés sur elle. La jeune fille est passée devant une personne qui ne se sentait visiblement pas bien et qui semblait en manque de drogue. La jeune fille essayait de comprendre où elle aboutissait et elle se sentait mal à l'aise. Quelques graffitis étaient visibles dans une flaque d'eau. Mais que se passera-t-il ensuite? Nous le découvrirons dans le prochain chapitre.